Donc, d'abord, je voudrais remercier Anatole de m'avoir proposé de faire une conférence. Et donc, l'idée de ma conférence est de partager donc des esquisses au processus de complexification et d'émergence. L'idée de la conférence est d'être partagée en quatre parties. Une première partie où je vais faire quelques réflexions sur la théorie des catégories et son introduction en France. Une deuxième partie sera sur l'introduction des esquisses, en essayant de voir comment les travaux de Charles avant la théorie des esquisses ont amené petit à petit à poser des questions qui ont amené normalement à la théorie des esquisses. Et une troisième partie sera sur la notion, une généralisation de la notion d'esquisse qui est publiée, enfin, que nous venons de terminer avec René Guittard et puis deux Brestois, Erwan Berrier et Dominique Pastor, sur une généralisation des esquisses qu'on appelle des diesquisses. Et donc, le prototype d'une diesquisse sera ce qu'on appelle la complexification d'une catégorie. Et une dernière partie sera l'application de la complexification, des processus de complexification à l'étude des catégories hiérarchiques et des systèmes hiérarchiques évolutifs et qui posent un certain nombre de problèmes d'émergence lorsqu'on veut modéliser des systèmes vivants. Donc, dans une première partie, je voudrais faire quelques rappels sur la théorie des catégories, enfin pas des rappels sur la théorie des catégories, mais sur d'abord son introduction en France. Tout le monde sait probablement que le premier article sur la théorie des catégories a été un article de 1945 de MacLean, Ellenberg MacLean. Mais en fait, en France, la théorie des catégories, disons, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais en tout cas pour le mathématicien moyen, disons, n'est arrivé en France que dans les années 56-57. Alors, je peux d'autant plus en parler qu'à l'époque, c'est au moment où j'ai commencé à être un jeune chercheur à l'Institut Henri Poincaré. Et par conséquent, j'ai bien vu le moment où on a parlé. Donc, le mot théorie des catégories ne signifie absolument rien pour moi dans ces années-là où je préparais, où je terminais ma thèse de troisième cycle avec Gustave Choquet, donc en analyse. Et Choquet n'avait aucune idée de ce qu'étaient des catégories. Et en fait, le premier endroit où on a vraiment vu la théorie des catégories, c'est en 1956, où il y a eu le livre de Cartan et Heilenberg sur l'algèbre homologique. Et donc, à ce moment-là, les gens ont su plus ou moins qu'il existait des catégories. Mais je me souviens que dans mes discussions avec Choquet, il ne savait absolument pas, et c'est lui qui m'a dit ce serait peut-être intéressant d'avoir une idée de ce que peuvent être ces catégories. Vous commencez à en parler, c'est peut-être intéressant, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Vous devriez essayer de voir le livre de Cartan et Heilenberg. Et en fait, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Charles, parce que lui, il n'y avait pas très longtemps qu'il avait été nommé à Paris, et de plus, il n'était à Paris que depuis peu. Il avait été d'abord en Iran et en Inde, passé un certain nombre de mois. Donc, c'est en 57 qu'il y a eu le livre que j'ai vu, le livre donc d'Eilenberg, de Cartan Heilenberg. Et donc, c'est là où j'ai vu la première fois la théorie des catégories. Et puis en 58, il y a eu le livre de Gisement sur la théorie des faisceaux qui est apparu. Et alors, à ce moment-là, c'était différent parce que là, il y avait vraiment une définition de ce qu'est une catégorie. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il disait nous n'utiliserons pas vraiment les catégories, mais on dit juste, on les regardera uniquement d'un point de vue purement naïf. Effectivement, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, il y a la définition des catégories. Donc, et c'est en 58, en janvier 58, la Société mathématique de France a organisé le premier exposé, disons, pour mathématiciens normal
sur la théorie des catégories, et c'est Charles qui a fait cet exposé à la Société mathématique. Oui? Oui. Je ne sais pas, j'entendais du bruit. Donc, je voudrais revenir un peu sur la théorie des catégories, peut-être justement pour expliquer ce que je pense qu'il y a deux philosophies dans la théorie des catégories. Et que ces deux philosophies ne doivent surtout pas être mélangées et expliquent que les travaux qui ont été faits par un certain nombre de catégoriciens, en particulier aux États-Unis, enfin, disons le grand courant de théorie des catégories n'a pas exactement les mêmes principes que les catégories telles qu'elles ont été étudiées en France et en particulier dans l'équipe de Charles Ehresmann et puis notre équipe théorie et application des catégories Amiens-Paris 70 à 85. Quelle est la différence dans l'approche des catégories? Eh bien, l'approche des catégories, pourquoi? Donc, dans la théorie des catégories, initialement, c'était qu'on voulait voir quelque chose qui permettait de comparer l'algèbre et la topologie et l'algèbre. À la base, il y a la notion de catégorie, et d'ailleurs dans leur article, Eilenberg et MacLean disent bien que les catégories, ce qui est intéressant dans les catégories, ce ne sont pas les catégories, ce sont les foncteurs, ce ne sont pas les foncteurs, ce sont les transformations naturelles. Par contre, Charles était arrivé à la théorie des catégories par une méthode totalement différente. En fait, en son premier article sur la théorie des catégories ne date que de 1957. Pourquoi est-ce que est-il arrivé aux catégories aussi tard alors qu'il avait le tiré à part de Eilenberg-MacLean probablement depuis 1945? Simplement parce que ça ne l'intéressait pas. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vu l'intérêt que ça pouvait avoir, parce que pour lui, à cette époque-là, il utilisait essentiellement la notion de groupoïde. La notion de groupoïde de Brandt, qui a été introduite par Brandt en 1926, en fait, ils ne sont pas connectés, mais enfin, bon, c'est quand même la notion de groupoïde qu'il a introduit. Et il est venu à la théorie des groupoïdes dans les années 50. Dans son article sur les espaces fibrés, dans les années 47, il a introduit effectivement le groupoïde des isomorphismes de fibre sur fibre dans un espace fibré principal. Donc, pour lui, une catégorie ne voyait pas l'intérêt. Ensuite, donc, dans les années entre 50 et 55, il a essentiellement travaillé sur les structures locales, la notion de structure locale, à partir d'un pseudo-groupe de transformation. Là aussi, pseudo-groupe de transformation, c'est essentiellement un groupoïde. Donc, il est venu aux catégories par les groupoïdes. Et en fait, en 52-53, il avait donc développé un fondement de la géométrie différentielle nouveau à l'aide de la notion de G local et de G infinitésimal. Et c'est ainsi qu'il était arrivé à introduire le groupoïde des G. Et puis, il avait introduit assez curieusement la catégorie des G, enfin, il n'appelait pas ça la catégorie des G, mais l'ensemble des G sur lesquels il mettait une loi de composition avec un certain nombre d'axiomes. Et donc, il avait cette loi de composition sur l'ensemble des G non nécessairement isomorphiques. Et c'est un de ses élèves, pendant un cours qu'il avait fait au Brésil dans les années 53-54, qui lui avait fait remarquer qu'il mettait dans cette catégorie qui n'en était pas encore une loi de composition qui avait exactement tout ce que la notion de catégorie comprenait.
Et par conséquent, il est allé voir l'article et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler des catégories. Son premier article qui parle de catégories, eh bien, c'est un article de 1957, à mon avis, qui est un article malheureusement pas assez connu, qui s'appelle Gattungen van Lokalen Strukturen, et dans lesquels il introduit la notion d'action d'une catégorie, dont il montre donc la notion de fibration discrète, avec la construction de Grothendieck des fibrations discrètes, mais qu'on ne cite jamais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser vraiment aux catégories. Donc, son premier article sur les catégories réellement n'est qu'en 1957. Alors, justement, je dis qu'il y a des approches différentes. Pourquoi? Dans la théorie des catégories, telles que Lovir ou des gens comme ça la voient, ils pensent aux catégories comme à des grandes catégories, c'est-à-dire des catégories, on prend une grande classe d'objets et puis on considère des homes, donc à deux objets on associe un ensemble, un home, et puis on définit une composition parfaitement définie du home de AB vers le home de BC, vers homme de AC, et par conséquent, on a de cette façon-là une grande catégorie. Et par contre, pour Charles, la notion initiale, c'était au contraire la notion de groupoïde. C'est-à-dire que quand il est arrivé aux catégories, ce n'est pas du tout la notion, cette vision un peu grosse des catégories qu'il a vues, mais il a vu qu'une catégorie, eh bien, on a un groupe, on en fait un groupoïde, et puis on a un monoïde, ben on en fait quelque chose qui est l'analogue de la catégorie, et ben c'est là qu'on aura la catégorie. Donc une catégorie pour lui, et ensuite pour nos travaux, effectivement, une catégorie, nous ne la présentons jamais par les Roms, mais toujours par le fait qu'on a un ensemble muni d'une loi de composition partielle, et en fait non un ensemble, mais même un graphe, et qu'on enrichit d'une loi de composition partielle qui en fait une catégorie. Bon, à première vue, ça ne fait pas de vraie différence, mais c'est tout à fait faux quand on voit les résultats de ce que ça a entraîné comme chose. Si vous considérez une grande catégorie, par exemple, si vous voulez parler de mettre une structure sur la catégorie, il est naturel de mettre une structure sur les hommes. Donc, vous arrivez aux catégories enrichies. Si vous pensez à une catégorie comme au contraire, quelque chose qui a une structure algébrique, de même que n'importe quoi. Bon, oui, il y a une loi de composition qui n'est que partielle, mais si vous considérez qu'on peut très bien parler de structure algébrique quand on a des lois de composition partielles, il n'y a pas de problème. On peut très bien considérer que la catégorie, ça ne pose aucun problème. Donc, l'idée, si on veut mettre une structure sur la catégorie, c'est de mettre une structure sur toute la catégorie. Et c'est effectivement ce qu'à partir de 1957, Charles va s'efforcer de faire en définissant d'abord les catégories P structurées et puis en arrivant aux F6. Donc, vous voyez, c'est simplement le fait d'accepter de parler de fonctions partielles, de considérer qu'on peut considérer comme algébrique une fonction partielle, alors que d'autres considèrent qu'il faut simplement des fonctions totales, très amusant. Si vous allez voir sur le NLab, c'est extraordinaire. Vous verrez qu'ils disent que pratiquement qu'on n'a pas le droit de parler de fonction partielle, on doit parler de fonction totale. Et si on a donc, ce qui revient au même, puisqu'on n'a qu'à rajouter un zéro et on aura une fonction totale. C'est vrai en théorie, mais en pratique, c'est complètement faux. C'est d'ailleurs ce que Ronnie leur répond dans un lab en disant que c'est complètement faux, que c'est justement l'utilisation des fonctions partielles est très importante. De même, par exemple, la notion de foncteur adjoint. La première fois où on voit la notion de foncteur adjoint, l'isomorphisme entre deux parties avec des hommes compliqués de chaque côté, bon, personnellement, je dois reconnaître que je trouvais ça assez rébutant. Mais par contre, si on considère la notion de structure libre, on pense à la notion de groupe libre, de monoïde libre, etc.
et ça paraît beaucoup plus simple. Or, se donner un foncteur adjoint, eh bien, c'est beaucoup plus simple très souvent, et en plus, c'est beaucoup plus général. Eh bien, vous pouvez avoir un foncteur, et puis que pour certains éléments du codomaine, vous avez effectivement une structure libre, et puis peut-être pas pour tous. Et même si vous les avez pour tous, à ce moment-là, vous pouvez construire votre foncteur adjoint. Donc, vous voyez, c'est deux approches différentes. De même, pour les théories algébriques, effectivement, de Lovir, il ne considère comme théorie algébrique que des théories où il y a des lois de composition partout définies, des produits. Eh bien, la théorie des esquisses, justement, accepte quelque chose de beaucoup plus général, et c'est ce que nous allons voir. Donc, c'est le même, tous les problèmes de complétion des catégories, pour nous, c'est quelque chose qui a toujours été très important d'avoir des catégories qui n'ont pas tout ce qu'il faut, par exemple la catégorie des applications différenciables, qui n'a pas tous les produits fibrés. Ça n'empêche qu'on peut faire des tas de choses sur la catégorie, et en particulier des catégories différenciables, dans la catégorie des applications différenciables. Donc, il faut bien voir que ces deux philosophies amènent à des résultats différents. Bon, alors, je voudrais maintenant, donc dans cette deuxième partie, on va partir, je vais un peu expliquer comment, avec Charles, on est arrivé à la notion d'esquisse. D'abord, au fait, tout le monde dit que les esquisses ont été introduites en 68 avec référence à l'article de Yacheux. Ce n'est absolument pas le premier article sur les esquisses. Le premier article sur les esquisses est de 1966. Il a été écrit pendant que nous avons passé 6 mois à Kansas City parce que Charles était nommé professeur pendant ce moment-là et il a eu un contrat pour écrire un article de recherche donc, qui est donc publié dans les œuvres complètes. Enfin, il a été publié en tant que préprint, enfin donc simplement de l'université de Kansas et donc à ce moment-là c'est en 66 que la notion générale d'esquisse a été définie, même un peu plus générale d'ailleurs que celle qui a été prise ensuite. Alors comment on est arrivé à la notion d'esquisse? Eh bien, il faut voir que dans les années, comme je l'ai dit, dans les années 50, Charles était essentiellement intéressé par la géométrie différentielle. Mais par la géométrie différentielle, mais aussi par la notion de structure locale. Il avait défini la notion d'une structure locale associée à un pseudo-groupe de transformation. Et il avait montré que les différents travaux donc sur les variétés évidemment différentielles ou topologiques rentrent là-dedans, mais également la notion d'espace fibré qu'il a essentiellement introduite pendant la guerre indépendamment des Américains, et puis également la théorie des espaces feuilletés. Tout ça sont des structures locales particulières. Et donc, en 57, qui est publié en 58, mais enfin, en 57, il avait défini la notion de catégorie locale. Alors, qu'est-ce que c'est une catégorie locale? C'est une catégorie sur laquelle on a un ordre, c'est-à-dire sur l'ensemble de la catégorie. Pour lui, la catégorie, c'est vraiment l'ensemble de ces morphismes. Donc, sur l'ensemble des morphismes, on a un ordre qui est un ensemble local, c'est-à-dire un ordre dans lequel toute partie non vide admet une borne inférieure. Et donc, sur la catégorie, on a un tel ordre, et il voit que les applications domaine et codomaine, qu'il appelle source et but, sont compatibles avec les morphismes dans la catégorie des classes locales. De même, en 59, il écrit un article important pour la théorie de la géométrie différentielle, où il introduit la notion de catégorie topologique. Qu'est-ce que c'est une catégorie topologique? L'ensemble des morphismes munit d'une topologie. On a la topologie induite, évidemment, sur la classe des objets,
Et les applications, là encore source et but, sont continues, et de même, la loi de composition doit être continue. Ensuite, et ça, dans cet article-là, il y a un résultat important, puisqu'il montre qu'un espace, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait montré qu'un espace fibré, que les espaces fibrés principaux, les isomorphismes de fibres sur fibres forment un groupoïde, et il caractérise du point de vue topologique ce qu'un groupoïde topologique doit vérifier pour correspondre au groupoïde des isomorphismes d'un espace fibré principal. Et donc, il montre de cette façon-là que la théorie des espaces fibrés se ramène à l'étude des actions d'un tel groupoïde qu'il appelle localement trivial, et ces actions correspondent exactement aux espaces fibrés associés à l'espace fibré principal. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces questions-là, mais dire qu'il y a un résultat important qui a été beaucoup développé, en particulier en Hongrie et en Tchécoslovaquie par la suite. En 60, il écrit un article qui s'appelle sur l'existence des foncteurs types, et là, c'est là qu'il introduit la notion d'une catégorie double, donc d'une catégorie qui est définie par le fait qu'on a la catégorie, et sur le même ensemble de morphismes, on définit une autre structure de catégorie avec des morphismes différents et une loi de distributivité entre les deux lois, bon, la notion générale de catégorie double. Donc d'ailleurs, la catégorie des carrés commutatifs d'une catégorie est aussi un exemple. En 61-62, alors là, il a toute une période pendant laquelle c'est une série d'articles sur des catégories ordonnées, donc que ce soit des groupoïdes ou des catégories ordonnées avec différentes sortes d'ordres, inductif, local, sous-pré-inductif, etc. Et dans tout ça, on a toujours le même problème. Moi-même, à cette période-là, j'ai beaucoup travaillé sur la généralisation de la différentiabilité dans les espaces localement convexes de dimension infinie, et j'ai eu besoin, comme on ne pouvait pas avoir une bonne notion différenciable dans ce cadre-là, si on avait des topologies, de prendre des quasi-topologies et donc d'avoir des catégories quasi-topologiques. Donc, c'est en voyant tous ces exemples que nous avions sans cesse sous les yeux. Donc, on voyait bien qu'est-ce qu'on avait. On avait en gros une catégorie plus une structure dessus. D'où la notion en 63 des catégories P structurées. Alors, c'est ça qui va nous conduire petit à petit à partir, on a les catégories structurées, puis ensuite voir est-ce qu'on peut enlever cette catégorie en bas et mettre une structure sur la catégorie directement. Donc, la notion de catégorie P structurée est très simple. On part que dans une catégorie, quand on parle d'une catégorie, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble, c'est l'ensemble des morphismes, un ensemble des objets, c'est 0, deux applications alpha et bêta, donc qu'il appelle alpha et bêta en principe, donc qui sont la source et le but, qui associe à un morphine sa source et son but. Et puis, on a l'injection de ces zéros dans donc dans l'ensemble des morphismes. Et maintenant, la loi de composition est quelque chose qui va être une application du produit fibré de alpha avec bêta versé et qui aura bien un certain nombre de propriétés, en particulier le fait que le alpha de fg est égal au alpha de f, le bêta au bêta de g, etc. Donc maintenant, donc là, c'est l'idée des catégories. Ce graphe dessiné ici, c'est l'idée de la catégorie, avec V1 alpha, donc V2 alpha, bêta, donc l'idée. On va essayer de voir maintenant si on se donne un foncteur P. Est-ce que vous voyez ma diapo en entier? Oui, on voit. Oui. Oui. Alors,
parce que moi, j'en vois qu'un bout. Bon, si donc vous avez un foncteur P, alors un foncteur concret, c'est-à-dire un foncteur concret, initialement, c'est un foncteur de H vers la catégorie des ensembles, mais en principe, on demande qu'il est fidèle et même souvent que sa restriction aux inversibles soit une fibration discrète. Bon, enfin, ce n'est pas obligatoire, on peut faire la définition dans le cadre général. On appellera une catégorie, on dira qu'une catégorie P structurée, c'est la donnée d'un couple d'une catégorie, une vraie catégorie, donc, dont on peut dessiner l'esquisse, l'idée donnée ici J dans la catégorie des ensembles, donc on a les applications alpha, bêta, kappa, et puis on se donne un objet S de H qui se projette sur l'ensemble des morphismes, et de sorte qu'on puisse relever dans la catégorie H eh bien, l'idée de la catégorie dans la catégorie H. C'est-à-dire, donc, on a vraiment, si on appelle J ce graphe-là, on a un homomorphisme qui revient, et avec la seule condition qu'on impose de plus, c'est le fait que C star C d'en bas soit appliqué sur le produit fibré de alpha et de bêta, enfin des A et des B qui relèvent, donc les A et B qui relèvent le alpha et le bêta en haut. C'est très simple, donc c'est une notion excessivement simple et qu'on peut définir de cette façon-là pour tout foncteur, en fait, dans tout foncteur. Alors, s'il n'y a pas de produit fibré, alors en particulier dans le cadre des catégories différenciables, on peut faire ça, évidemment, mais il faut donc admettre qu'on se trouve dans un cadre où le A et B en haut, donc les applications source et but, admettent un produit fibré, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc, ça demande, alors en principe, on dit qu'on prend des submersions pour assurer le produit fibré. Bon, enfin, ce qu'il faut, c'est simplement dans la catégorie P structurée, on ne considère qu'on a une catégorie P structurée que si on a vraiment une catégorie en bas et que quand on relève, eh bien, on peut relever la catégorie jusqu'au produit fibré. Bon, et bien voilà, d'où la notion d'esquisse. Donc, dans la notion, nous voyons que, évidemment, dans une catégorie P structurée, nous relevons bien l'idée de la catégorie, donc les applications sources, but, loi de composition, mais évidemment, nous n'avons pas vraiment l'associativité, nous ne pouvons pas dire sur le haut l'associativité et en particulier puisque ça oblige à considérer des produits fibrés plus compliqués, etc.